mais aussi l'arrivée massive de réfugiés à Al-Mawazi, qui est ce camp qui a été camp humanitaire qui a été créé par l'armée israélienne, puis très très largement élargi. Pourquoi ? Parce que Israël promet de continuer son offensive militaire dans le sud de la bande de Gaza. Je vous rappelle que Rafah, c'est ce point de passage tout au sud de Gaza, frontière avec l'Égypte. Écoutez, Yoav Gallant. Nos forces sont en train de manœuvrer et sont arrivées près de leur ligne. Cette action se poursuivra grâce à des forces supplémentaires qui entreront dans la zone de Rafah. Des tunnels ont déjà été détruits par nos forces et d'autres le seront bientôt. Cette activité va s'intensifier. Et pour celles et ceux qui douteraient encore après cela de la détermination d'Israël, voici ce qu'a dit hier soir Benjamin Netanyahou. La bataille de Rafah est décisive. C'est un combat qui va décider beaucoup de choses dans cette campagne. Et pour que le message soit plus clair, donc Netanyahou est sur le terrain, au milieu de ces hommes, François, façon, j'imagine, de leur apporter son soutien, mais aussi d'envoyer un message à toutes celles et ceux qui lui demandent de ne pas le faire, que l'opération militaire est bien en cours. Alors ce qui a changé un peu ces dernières 72 heures, c'est un peu dans le discours américain, il n'y a plus de n'allez surtout pas à Rafah, il y a vous pourriez éventuellement y aller si. Et c'est là où les choses sont un tout petit peu en train de changer. Les Américains se rendent compte que l'interdiction totale, évidemment, risque d'être contrevenue par Israël. Et donc sur une forme de détermination que vous venez de décrire, c'est-à-dire de toute façon on ira avec ou sans vous, avec ou sans autorisation, etc. Et donc l'idée c'est plutôt de faire pression pour que si jamais l'armée israélienne se déploie dans Rafah, ce soit avec effectivement un protocole, des méthodes et probablement pas un jusqu'au boutisme total sur le plan purement militaire, vous voyez. Donc est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça va marcher, je ne sais pas. Mais on sent bien que le discours des Européens, des Américains, des Nations Unies et d'autres puissances, notamment évidemment les puissances du monde arabe dans la région, n'ont pas l'impact qu'on aurait souhaité pour pouvoir annuler cette opération et faire en sorte qu'on puisse discuter, faire une trêve, libérer les otages et ensuite éventuellement parler de Rafah. Là, c'est l'inverse qui se passe. Vous voyez les images qui datent du 7 mai. Alors, je vous le rappelle, mais il n'y a pas de journalistes qui sont autorisés à rentrer dans la bande de Gaza. Donc, nous documentons avec les éléments qui nous parviennent et que nous sommes en capacité d'identifier, d'authentifier. Voilà. Mais ça n'est pas, évidemment, tous les jours que nous avons du matériel vidéo, audio. Il y en a beaucoup, mais pas autant que si nous pouvions nous rendre sur place. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous voyez donc ces destructions, nous vous les montrons régulièrement. Autre image, carte animée que l'on va vous montrer maintenant, qui illustre donc l'impact des dégâts dans la bande de Rafah. Vous regardez les couleurs, on va les mettre de Gaza, pardon, on va les mettre plein écran. Bon, tout ce qui est fuchsia, c'est complètement détruit. Tout ce qui est orangé, c'est endommagé. Et jaune, endommagé un peu plus légèrement. Voilà ce qui se passe donc là au sud de la bande de Gaza. C'est une illustration parfaitement claire de l'ampleur des dégâts dans cette bande de Gaza. Alors vous avez mentionné les pays arabes dans la région, François. Ils étaient réunis au Bahreïn, à Manama, avec une proposition qui nous a semblé étonnante. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ils demandent aux Nations Unies d'envoyer des casques bleus dans la bande de Gaza pour s'interposer et gérer la situation. C'est un vœu pieux. C'est-à-dire que ça n'a aucune chance d'arriver. Pourquoi ? Parce que pour envoyer des casques bleus, il faut une résolution du Conseil de sécurité. Et pour obtenir cette résolution, il faut donc évidemment l'accord des Américains. Mais en admettant même que les Américains s'abstiennent ou votent pour, il faut que Israël soit d'accord. Il faut que Israël laisse passer les casques bleus. Vous n'allez pas les envoyer comme ça et les parachuter sur Gaza par milliers. Donc ça ne peut se faire qu'avec l'accord d'Israël, et évidemment qu'Israël est contre, parce que ça n'est pas son intérêt. D'abord parce que ce serait une forme d'interposition qui n'est même pas recherchée. Il est inconcevable que, il y ait cette forme d'interposition entre des combattants qui continuent de tenir face aux opérations armées israéliennes et l'armée israélienne. Alors, ça n'existe pas. François, là vous nous expliquez, vous nous éclairez, nous, qui n'avions pas nécessairement les codes, pardon, mais eux ils le savent très bien.
au Bahreïn lorsqu'ils font cette demande. Ils savent très bien que ça n'a aucune chance d'aboutir. Pourquoi le font-ils? Est-ce que c'est un moyen de dire, voyez, nous, pays arabes, nous avons fait quelque chose, nous avons demandé quelque chose, oui. Maintenant c'est fait? Il y a un peu de ça. Il y a aussi le fait que ce genre de demande n'est pas impossible, mais dans d'autres circonstances. Il y a eu des interventions de casques bleus ou d'observateurs des Nations Unies, casques bleus évidemment au sud Liban, observateurs des Nations Unies au Golan, même sur la frontière israélo-égyptienne, il y avait encore des observateurs des Nations Unies. Il y a une présence très forte. Il n'y a pas longtemps, des Nations Unies. Oui, c'est ça. Il y a une présence très forte des Nations Unies dans toute cette région du Proche-Orient. Mais pour faire de l'interposition, ce qui est quand même la forme la plus ardue sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ça me paraît totalement impossible. Les pays arabes, c'est une façon pour eux de dire nous sommes pour la paix, nous sommes pour un règlement pacifique et nous sommes pour qu'il puisse y avoir une forme de stabilité à Gaza. En fait, ils pensent déjà à l'après-Gaza, parce que pour l'instant, personne n'a de plan, avec ou sans les Nations Unies, pour dire ce qui va se passer, en admettant même que le Hamas soit éradiqué. Alors, les États-Unis se sont très vite prononcés contre cette idée. Les États-Unis qui, par ailleurs, ont terminé la construction de leur port à Gaza. Donc, des bateaux doivent pouvoir débarquer ici des vivres nécessaires à la survie de la population gazaoui. Vous voyez ces images aériennes, la jetée est très significative en termes de taille. Elle doit permettre à des navires importants d'arriver et de pouvoir déposer des tonnes de vivres et de matériel. Écoutez ce que disent les Palestiniens de cette aide et surtout comment ils la mettent en parallèle avec ce qu'ils subissent le reste du temps. Nous ne voulons pas de navires. Nous voulons que les postes frontaliers soient ouverts, que les gens puissent aller et venir. Nous voulons la sécurité. Nous voulons des frontières officielles. Je m'oppose fermement à ces navires et aux navires américains. Ils nous frappent la nuit puis nous soutiennent le jour. C'est la chose la plus importante à laquelle nous nous opposons. Cela fait écho aux décisions internationales de livraison d'armes à Israël. Je voudrais qu'on se penche là-dessus avec vous, François. C'est l'Amérique, les États-Unis qui sont le plus grand fournisseur évidemment et de très très loin d'armement à Israël. Le gouvernement américain, Joe Biden, qui s'est retrouvé piégé par les républicains à la Chambre des représentants, qui lui ont un peu forcé la main sur la livraison d'armes qu'il voulait suspendre lui ces dernières heures. Cette nuit, ils ont donné donc leur feu vert à cette livraison, le forçant donc à mettre fin à la suspension. Alors après, la bagarre politique va continuer. Non, il y a une étape. Oui, ce sont deux choses différentes. Vous avez d'une part la suspension des livraisons de bombes destinées à l'armée de l'air israélienne. Ça, c'est fait. Et puis vous avez d'autre part une résolution, donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui soit acté, c'est pas un acte législatif, c'est juste une sorte de prise de position, si vous voulez, de la majorité républicaine à la Chambre, et qui dit il faut continuer à aider militairement Israël. Et notamment, on va le voir dans les jours qui viennent, avec 1 milliard de dollars d'aide militaire à Israël, sauf que dans ce 1 milliard, il faut savoir de quoi on parle. Ce ne sont pas des avions, ce ne sont pas des chars, c'est pas de l'artillerie, ce sont de l'équipement militaire israélien qui de toute façon serait parti en Israël. Donc c'est un jeu très politique qui se joue effectivement aux États-Unis. Vous avez d'une part un gouvernement américain qui dit on ne peut pas donner tout ce qu'Israël nous réclame parce que nous mettons en doute et nous accusons Israël de mal se servir de ce qu'on lui donne, en l'occurrence évidemment pour une opération hypothétique à Rafah, mais deuxièmement, nous restons les alliés d'Israël et nous tenons à continuer à aider Israël sur le plan militaire pour contrer toutes les autres menaces. On a vu avec l'Iran, on le voit avec le Liban, on le voit aussi dans sa propre région. Donc voilà, ce sont deux cheminements, si vous voulez, politiques, l'un du gouvernement, l'autre du Congrès, où il y a encore une majorité républicaine jusqu'au mois de novembre. Alors, vous le disiez, les Américains, ils sont de très très loin les principaux fournisseurs d'armes américaines, à Israël, pardonnez-moi. D'autres pays participent. C'est le cas de la Grande-Bretagne. Écoutez ce que dit la Grande-Bretagne à ce sujet. L'évaluation que nous effectuons pour les contrôles des exportations d'armes est l'une des plus rigoureuses au monde et nous prenons en compte un large éventail de facteurs. Aucune action ne représente une ligne rouge, comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères il y a quelques jours. Nous sommes confiants dans la poursuite de cette action. C'est intéressant. Oui, alors après, le Royaume-Uni n'est pas non plus un acteur majeur des partenaires militaires. Mais bon, dans ce genre de moment, la symbolique est aussi importante. Absolument. Alors je vous montre un autre exemple de la symbolique et une autre position qui, alors, pour le coup, n'a rien à voir, c'est l'Espagne. On a appris hier soir que l'Espagne a refusé un navire transportant des explosifs pour Israël
il lui a refusé d'accoster dans l'un de ses ports. On va vous montrer des images de ce navire. Alors on n'a pas l'image à vous montrer, mais il devait s'arrêter quelque temps en Espagne. Et finalement, on lui a dit non. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas un impact colossal sur l'effort de guerre israélien, mais c'est symbolique. C'est symbolique. Non, mais tout à fait, c'est symbolique. Et ça correspond aux prises de position politiques et diplomatiques de l'Espagne dans le conflit depuis le début. Pour le coup, les Espagnols et le gouvernement de Pedro Sánchez est extraordinairement cohérent avec sa prise de position de départ, où c'est même l'un des plus vocaux pour pouvoir dire... cette opération militaire israélienne est une catastrophe. Israël a violé le droit international humanitaire. Nous souhaitons que les Palestiniens fassent preuve davantage de volonté pour pouvoir obtenir un État palestinien. Les Espagnols, franchement, dans l'Union européenne, ce sont les plus allants pour non pas soutenir la cause palestinienne, entre guillemets, mais pour pouvoir dire il faut les deux États, il faut revenir à des choses un peu plus construites, et notamment, évidemment, le cessez-le-feu. Ouais.